Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Angle de vue. Vous connaissez maintenant le principe. Près d'une heure en notre compagnie pour découvrir une personnalité que vous pensez déjà connaître. Et pour mener cet échange à mes côtés, Mélinda Boulet, rédactrice en chef de France Antilles, et Kathleen Villas-Copette, rédactrice en chef de RCI. Cet entretien est bien sûr à retrouver sur nos 3 médias. Pour ce nouveau portrait, nous recevons aujourd'hui une figure de la lutte contre le cancer, père de famille nombreuse et musicien à ses heures perdues, Guy-Albert Ruffin-Duhamel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Des bancs de l'école de santé publique de Nancy au plateau télé pour promouvoir la lutte contre le cancer en passant par un diplôme d'ingénieur social. Vous êtes bien sûr un visage déjà connu du grand public, Guy-Albert Ruffin-Duhamel, mais nous ignorons encore beaucoup de choses à votre sujet. Mélinda Boulet va tenter d'y remédier en dressant votre portrait. Guy-Albert Ruffin-Duhamel, bienvenue. Vous êtes ingénieur social, directeur de la plateforme régionale d'oncologie de Martinique, un homme foncièrement engagé auprès de son pays et de l'humain. Vous êtes né en 1974 à Fort-de-France, vous avez grandi à Trénel, dans un environnement où l'esprit de lutte sociale et les discours d'émancipation ont fortement résonné. Votre père Guy était directeur de la police municipale de Fort-de-France, votre mère Jeanne, infirmière en psychiatrie avant de rejoindre l'éducation nationale. Adolescent, vous avez d'abord envisagé une carrière en électrotechnicien avant de vous réorienter vers l'administration, la comptabilité et la gestion. Vous aimez apprendre et vous instruire et vous allez multiplier les diplômes. 2 baccalauréats avec mention, l'un en administration générale, l'autre en comptabilité. 2 BTS, l'un en gestion de PME et l'autre en management des unités commerciales. Votre oncle est l'avocat Alain Manville, votre tante Josette Duhamel, écrivaine et femme engagée. Ils vont tous les 2 jouer un rôle déterminant dans la construction de votre esprit critique et d'analyse. Votre passion pour le droit et le social vous conduit en 2009 à l'école de santé publique de Nancy, où vous obtenez un diplôme universitaire de 3e cycle en santé publique en promotion de la santé, option pays industrialisé. Vous vous lancez ensuite dans un double master comprenant un master européen en économie sociale et un autre en gestion de projets européens d'économie sociale. Vous présentez le diplôme d'État d'ingénieur social et actuellement vous êtes doctorant en santé publique, poursuivant une thèse sur les tensions sociales et identitaires liées au cancer dans les Antilles. Avant d'être directeur de la plateforme régionale d'oncologie, vous avez été directeur des transports sanitaires d'urgence en Martinique et en Guyane. Vous considérez cette mission contre le cancer comme un véritable devoir, un sacerdoce, bien plus qu'un simple engagement professionnel. Vous êtes totalement investi dans cette cause, déterminé à offrir aux patients les meilleures chances de traitement et de guérison. En 2008, vous perdez votre compagne Cathy à la suite d'un cancer foudroyant alors qu'elle était enceinte de votre fils qui, lui, est né prématurément et qui va devoir se battre de longs mois contre la vie et la mort. Une épreuve qui vous a profondément touché et qui vous pousse envers et contre tout à sans cesse améliorer la prise en charge des personnes malades. Et c'est dans les couloirs de l'hôpital que vous rencontrez Marlène, votre épouse actuelle, alors que vous êtes coordinateur du réseau de soins palliatifs et qu'elle-même est en train d'accompagner sa mère en fin de vie, victime d'un cancer foudroyant. L'amour va vous unir, elle adopte vos 3 enfants, vous en aurez 2 avec elle. Vous êtes donc à la tête d'une famille de 5 enfants que vous chérissez énormément, une famille qui vous porte, qui vous soutient, ce qui n'est pas toujours évident parce que vous êtes un boulimique de travail, vous ne vous arrêtez jamais. Et ce que l'on sait moins de vous, Guy-Albert, c'est que vous avez été chroniqueur judiciaire pour France Antilles et Justice. Vous avez fondé un magazine sur les transports en 1994. Vous avez joué de la cymbale à l'armée. Vous êtes membre de la réserve citoyenne de la Gendarmerie nationale. Enfin, si le travail reste une de vos grandes passions, vous nourrissez aussi un goût pour le piano classique, la plongée et l'aviation. Vous êtes passionné de culture et de découverte et vous incarnez à bien des égards la force de l'engagement, de l'endurance dans le travail et de l'humanisme. Est-ce que Guy-Albert, ce portrait est fidèle à ce que vous êtes ? Oui, il est un peu, excusez-moi, mais c'est quand même assez complet, mais c'est assez consternant. Je ne m'attendais pas à autant d'investigation de votre part, mais bon, c'est un peu ça, oui. Voilà. Comment s'est passée votre enfance ? On va revenir sur votre vie. Comment s'est passée votre enfance ? Vous avez grandi à Trénel ? Oui, enfin une partie de ma vie. J'ai grandi une partie de ma vie à Trénel, en tout cas jusqu'à l'âge de 8 ans. Après, on est parti. Une enfance, comme je disais, une enfance un peu simple, dans la sobriété, dans l'amour et avec un fort esprit de solidarité. C'est ce que je retiens de l'enfance. C'est-à-dire ce quartier Trénel symbolise pour moi, même si c'est une
petit bout de ma vie, mais vraiment un petit bout. Quand on a 50 ans, on peut apprécier 8 ans à juste mesure, qui m'a beaucoup appris dans les luttes. Et puis une enfance où j'ai grandi, enfant unique de mes deux parents, séparé depuis ma naissance, mais avec une fratrie très forte et très présente à mes côtés. Et puis vous avez cité un oncle Alain et une tante Josette, où effectivement on était. Mais j'ai vu que j'ai eu des parents formidables et une enfance très belle, mais une enfance qui forge quand même. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans le social? Est-ce que vous avez toujours eu cette fibre? C'est ça, en fait. Je pense que le social, c'est soit on l'a, ou on ne l'a pas. Hein. Ça ne s'invente pas, on ne s'improvise pas travailleur social. C'est un emploi vocationnel, je pense. J'ai toujours été, en fait, du côté de la justice. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas l'injustice, je n'aime pas la fumisterie non plus. J'aime les choses bien faites et j'aime que les personnes puissent être respectées dans leur dignité, dans leurs droits. Et je crois que c'est peut-être tout mon combat avec une rigueur que je m'impose, qui est une rigueur qui me donne beaucoup de travail, parce que je crois que je vais parler de boulimie de travail. C'est aussi l'amour du travail bien fait. C'est-à-dire que c'est cette manière que j'ai aussi de dire qu'attention, il faut que ce soit pas parfait, mais il faut qu'on donne le maximum de nous. Et je crois que c'est ce qui manque dans nos vies, dans nos pays. Et je crois que ce pays, si je devais le caractériser, c'est malheureusement cette population qui a encore beaucoup de mal à accéder à la dignité et à accéder effectivement à certains droits fondamentaux, oui. C'est vocationnel. Vous avez été marqué dans votre vie par le deuil, notamment avec la perte de votre épouse. Est-ce qu'on peut revenir sur cette époque de votre vie? Oui. L'époque qui est assez lourde, parce que c'est une époque où je suis élève à l'école de santé publique, où je suis à Nancy, où je commence une vie, j'ai 2 enfants, et j'ai une épouse qui est enceinte de mon fils, Samuel. Effectivement, c'est une image un peu forte, mais c'est une image. Vous pouvez la décrire, s'il vous plaît, cette photo? C'est la seule fois que mon épouse, en fait, ma compagne, verra son fils, Samuel, qui est en réanimation au -2, puisqu'il est né à 5 mois et demi. Il a dû être extrait du ventre de sa mère pour essayer une chimiothérapie, puisqu'elle avait un cancer qui était assez avancé, qui est rapide, c'est un cancer foudroyant, c'est ce qu'on appelle un CAPI, c'est-à-dire un carcinome primitif un carcinome métastasique sans primitif connu, qui est un cancer très agressif. Et on a tenté tout ça à Paris, à l'hôpital Antoine Béclair. Et là, effectivement, elle avait demandé à rentrer à Martinique pour pouvoir, bien entendu, y décéder. Mais il fallait qu'elle voie mon fils, qui était lui-même très mal en point, en réanimation. Et c'est la seule photo que nous avons où on a effectivement Cathy et Samuel. Donc je crois qu'elle est dure quand on la voit comme ça, mais elle est porteur d'espoir parce qu'en fait, même si un s'en est allé, malheureusement, ça a été la triste issue de la maladie. Mais effectivement, mon fils s'est battu avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Et aujourd'hui, non seulement il se porte bien, mais c'est quelqu'un de manifestement qui va encore nous surprendre. Comment avez-vous fait face à cette époque, quand vous avez perdu votre épouse aussi brutalement, que vous êtes aussi retrouvé à cette époque, papa, célibataire, à devoir gérer 3 enfants, dont justement un petit prématuré. Qu'est-ce qui vous a aidé à faire face et à vous relever? On parle beaucoup de résilience, c'est un mot qui est un peu fourre-tout. Moi, je n'aime pas trop ces mots qui ne devaient pas dire grand-chose. Je pense que vous trouvez la force en vous-même et beaucoup dans ce que peuvent vous porter les autres. Mais c'est le monde qui s'effondre, car nous ne sommes pas préparés à ça. Ça se passe en 2008. Cathy, juriste, qui s'installe, une jeune femme de 32 ans à l'époque, 33 ans. On est dans des schémas de vie où on se dit, mais voilà, on a encore toute la vie devant nous. C'est pas dans l'ordre des choses, en tout cas. Voilà, c'est pas l'ordre des choses. Moi qui suis à l'école de santé publique, qui suis à Nancy, mais je viens de temps à autre, on avait encore un bébé sous les bras, ma fille Jeanne-Laurence. Donc pour nous étions en fait dans la construction d'une jeunesse et d'une vie qui promettrait beaucoup de choses et un peu, voilà, on a réussi, entre guillemets. Mais souvent, la vie ne joue pas de ses tours, mais ça vous rappelle à l'humilité. Et ça vous permet de prendre conscience que chaque moment compte. Et c'est pour ça que c'est un regret, parce qu'en fait, nous l'avons vécu ce peu de moments, parce qu'il est parti très prématurément, de manière tellement intense, que les souvenirs, justement, c'est ça la résilience. Ce sont ces souvenirs, ces moments qui aujourd'hui m'apportaient, mais aujourd'hui continuent à nous porter, moi-même et toute ma famille. Je crois que c'est un moment très éprouvant, très très difficile, qu'à un moment, vous demandez si vous rêvez.
C'est extrêmement compliqué parce que ça s'est passé en Martinique. On est parti sur l'AP-HP, plus exactement l'hôpital Antoine Béclair, pour donner, c'est là en fait, l'amour d'une mère qui disait bon, je vais m'en aller. On le savait, elle le savait, elle a été totalement pas dans le déni, mais on va quand même profiter parce qu'il y a un excellent plateau technique de réanimation pédiatrique et on sauvera Samuel. Donc voilà un peu cette portée. Et je crois que quand vous voyez tout ça, je crois que ça forge aussi. Il n'y a pas que Trenel qui forge. Puis vous rencontrez Marlène, votre épouse actuelle, dans les couloirs d'un hôpital, qui elle aussi fait face à la maladie, en accompagnant sa mère qui elle aussi est touchée par un cancer foudroyant en fin de vie. Cet amour qui vous permet de renaître, de continuer votre vie avec ces 3 enfants et puis 2 autres enfants que vous aurez par la suite avec elle. Marlène, à qui vous devez beaucoup de choses, votre carrière aussi, pour vous aider, vous épauler. En fait, c'est totalement, quand je rentre quelques mois après, puisque et je reprends mon service et je suis affecté au réseau de soins palliatifs. Et comme quoi, et là, j'essaie d'être professionnel. Vous pensez bien que je ne suis pas plus que ça, je ne suis pas association, je gagne ma vie, je fais de la santé publique, j'ai vocation à embrasser une carrière de direction en santé publique et je m'occupe des personnes dans ce service qui était encore, on attendait le déménagement vers Clarac, on était à La Ménard et je dois m'occuper dans le cadre du réseau d'une situation très particulière où on devait faire sortir la maman de celle qui est devenue mon épouse, qui d'ailleurs va être enterrée le jour de sa prise de retraite. Également policier, comme quoi. Donc on se rencontre là, c'est une nosocomiale, je ne sais pas si ça porte quelque chose, mais en tout cas l'infection a été bien, parce qu'en fait on a beaucoup échangé. Moi qui avais une petite expérience de deuil, mais encore très très frais, et elle qui avait déjà connu double deuil, puisqu'elle avait perdu dans les 3 mois, enfin ça a été quand même une sacrée chose, le cancer est passé par d'abord son oncle, le frère de sa mère, sa tante, qui l'a carrément élevé aussi, sœur de sa mère, et sa mère en 3 mois, c'est 3 membres de la famille qui décèdent de cancer. Et on s'avale, et là on se dit, voilà, bon, on essaie de discuter. C'est une personne qui était assez globe-trotteur. Marlène, c'est une féministe très engagée, qui sort du Mexique, qui était à Londres, qui avait un projet sur les États-Unis, qui elle, a une vie un peu sur les coopérations internationales, un peu de cette nature-là. Et finalement, elle ne prend pas l'avion. Elle reste, adopte 3 enfants, m'en donne 2 autres. Donc ça fait une grande famille. Moi qui voulais qu'un enfant, mais bon, j'en ai 5. Voilà, j'avais eu le rêve d'avoir une voiture, vous savez, du style un peu 3 places comme les TT là. Mais ça, c'était pas le contraire. On a appris que ce qu'on appelle les familiales. Et puis on se rencontre et on partage beaucoup de choses. Et beaucoup d'éléments, parce que le jour où sa mère décède, ou que nous allions pour justement faire les formalités d'admission en chambre froide, à la Joyau, comme quoi, le hasard n'existant pas, on feuillete le registre d'inscription des dépouilles et on tombe justement sur la feuille où il était inscrite l'enregistrement de Cathy et juste en bas, celle de la soeur de sa mère. On s'est dit tiens, c'est un signe peut-être. Alors une famille, donc une famille recomposée, riche d'enfants et riche d'amour. Mélinda l'a aussi dit dans votre portrait, petite anecdote plus légère, vous êtes toujours étudiant. Vous êtes toujours étudiant puisque vous êtes en train de soutenir donc, votre thèse sur les tensions sociales liées au cancer dans les Antilles. Une petite question, parce qu'on l'a bien compris à travers votre portrait, vous faites énormément de choses, or il n'y a que 24 heures dans une journée. Et vous devez aussi vous rendre disponible pour votre famille nombreuse. Comment faites-vous? Est-ce que vous avez une discipline aussi peut-être particulière pour réussir à mener de front tout ça? J'ai un peu honte de le dire, mais je pense que je sais que travailler. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ça. Je suis quelqu'un de très hyperactif et comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup de travail bien fait. Et de toute façon, tous ceux qui m'entendront, ils diront ah mais là, pour une fois, il dit les choses telles qu'elles sont. C'est vrai que l'ordinateur est bien dans la chambre, et à la maison, et dans le lit. Enfin, je suis toujours débordé de dossiers. Et je crois que je dors très peu. D'ailleurs, aujourd'hui, mon corps me le fait bien ressentir. Je lis énormément, mais énormément. Je suis vraiment accroché à cette soif de savoir, et ça me caractérise un peu. Et puis, perfectionniste aussi dans ce que j'ai à faire. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup créé des tensions à la maison. Il ne faut pas croire que c'est facile, parce que je suis pratiquement
pas tout le temps là, je suis beaucoup au boulot et quand j'arrive encore, j'ai encore du boulot. Et puis je fais ma recherche aussi. Et puis comme ça ne vous a pas échappé non plus, que j'ai aussi quelques activités par curiosité intellectuelle sur certaines causes. Votre cheminement, votre engagement, le fait que vous veniez de Trenel, je me trompe ou c'est un parcours qui mène à la politique ? Alors, voilà, pour pouvoir dire... Quand rajoutez-vous cette casquette ? Je viens de Trenel parce que mes grands-parents maternels, qui viennent de Sainte-Luce, pendant cette période d'exode, rappelez-vous des communes, habitent Trenel. Donc ma mère habite Trenel, on n'y habite pas longtemps, mais c'est vrai que c'est grandir sous la place du 22 mai quand même, rappelons-nous, quand même, jouer, marcher, apprendre à marcher, faire du football, faire un peu de bolide, ça s'appelait comme ça, ce type de vélo qu'on avait à l'époque, juste au pied de l'œuvre de Coco René Corail, le Nègre Marron, mais quand même, vous ne pouvez pas sortir de là sans avoir goûté un petit virus qui vous pousse un petit peu, pousse encore à être un peu plus progressiste et un peu plus engagé dans des idées de solidarité et de justice sociale. Est-ce que vous avez prévu de vous lancer en politique vraiment, un mandat de maire, un mandat de... Je ne sais pas, plus tard, est-ce que c'est quelque chose, pas un encore scoop, une fois, mais je crois l'avoir déjà tellement dit, mais ouais. il faut le répéter, je ne ferai jamais de politique, ce n'est pas du tout... Vous êtes sûr, hein, pas du tout, alors là, mais pas du tout, alors là, pas du tout, je crois que c'est quand même pas un scoop, j'ai pas de... Ça évolue peut-être. Non, pas du tout, j'aime trop la liberté, et j'aime trop la liberté de parole, et puis je suis quelqu'un qui m'interroge sur tout. Donc je n'ai pas de dogme, j'ai des idées qui ne sont pas préconçues, qui peuvent évoluer aussi. Et puis je ne suis pas dans la séduction avec qui que ce soit. On peut faire de la politique sans être dogmatique, ceci étant. Non, je suis beaucoup trop libre et puis je suis beaucoup trop indépendant. Et puis un parti, ça va quand même... Justement, non, ce serait intéressant d'avoir... Rassurez-vous, j'ai été sollicité, j'ai eu de belles opportunités. Et jusqu'à maintenant, j'ai résisté. Ce n'est pas 50 ans, je commencerai. On va marquer une première très courte pause, Guy-Albert Ruffin-Duhamel, et on va se retrouver pour la deuxième partie de l'émission. On va bien sûr aussi parler de votre carrière professionnelle. À tout de suite. De retour dans votre émission Angle de vue en compagnie de Guy-Albert Ruffin-Duhamel. Alors après avoir évoqué votre vie privée, en Martinique, vous êtes aujourd'hui évidemment connu comme le directeur de la plateforme régionale d'oncologie créée en 2009. Votre mission, pour la résumer, coordonner les acteurs du territoire investis dans la lutte contre le cancer. On vient d'évoquer assez longuement votre vie privée. On imagine que du coup cette mission revêt un caractère très particulier pour vous. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous l'avez accepté ? Oui, mais je reste un agent public. C'est-à-dire que je fais vraiment la différence entre ma vie privée et ça. Enfin, l'exercice avec vous, là, est totalement inédit. Hein. C'est que où je suis vraiment dans une mission professionnelle, où je dois effectivement m'occuper de Martiniquais et de Martiniquaises atteintes de cancer, ce que je fais avec peut-être une plus grande écoute, certainement, parce que je crois être passé quand même par des expériences très difficiles, et que ce soit directement avec mon épouse de l'époque, ou encore avec ma belle famille, mais aussi dans ma famille de tous les jours. Il ne faut pas croire que nous ne sommes pas épargnés. Il n'y a pas plus, pendant tous les problèmes que nous avions l'année dernière, enfin même pas l'année dernière, cette année, excusez-moi, je suis encore un peu déphasé, j'ai dû accompagner ma marraine, la sœur de ma mère aussi, qui décédait de cancer dans des conditions horribles. Donc je crois quand on est directeur, on doit pouvoir être vraiment responsable. Et c'est un poste que je prends avec une certaine responsabilité, mais aussi, je ne vais pas dire d'une manière sacerdotale, ce serait un mot trop fort, mais je pèse chaque instant de ce qui m'est demandé de faire. En tout cas, une certaine solennité. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on n'a pas le droit de faillir. Quand on est à ce poste-là, il faut être au rendez-vous de ce qu'on vous demande de faire. Vous ne risquez pas toujours parce que vous n'êtes pas seul, mais vous devriez pas rentrer chez vous le soir sans être sûr d'avoir tout fait pour que votre travail ait un sens pour les patients. Et justement, vous-même, quand vous êtes retrouvé confronté à devoir accompagner un proche malade, est-ce que, en tant qu'accompagnant aussi, vous vous êtes toujours senti soutenu aussi par le corps médical ? Est-ce que vous vous êtes senti pris en compte, écouté ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que cette prise en charge-là, à la fois pour les patients, mais aussi pour leurs proches, est suffisante ? Oui. Et sinon, quels seraient les axes d'amélioration ? Très, très, très nombreux axes d'amélioration. C'est-à-dire qu'on est dans les Outre-mer. Hein.
Cathy a eu une prise en charge en France hexagonale, ça n'a absolument rien à voir. Je pense que ce qui s'est passé en 2008, si ça se passait chez nous en 2024, ce serait pas mal. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais c'est vrai qu'on sort de très loin avec ce cancer-là, ici à Martinique. On sort de loin, il ne faut pas oublier quand même les chiffres, 1583 nouveaux cas chaque année, 11 000 patientes et patients qui sont traités ou encore suivis, 18 000 personnes vivantes avec un cancer, des localisations encore qui sont en surincidence, comme la prostate, l'estomac, le col de l'utérus. Donc je crois que il y a de grandes marges de progrès. Mais ce qui est beau, c'est qu'on voit que depuis le début de cette aventure de plateforme, les choses se sont améliorées. Peut-être pas aussi vite que je le souhaiterais, mais se sont améliorées régulièrement. Aujourd'hui, on a ouvert des choses extraordinaires, comme je vois maintenant le projet Oncofemmes qui, depuis hier, fonctionne, qui permet d'accueillir des femmes à la MFME dans des conditions vraiment humaines. Des différents projets comme la Maison du Parcours qui est ouverte, ce fameux numéro vert qui va permettre aussi d'accéder, et puis tous les dispositifs qui vont désormais gravir. Et puis n'oublions pas une chose, c'est la voix des patients, la voix des patientes à travers de très nombreuses associations. Ça, c'est assez inédit en Martinique et ça nous pousse aussi. Alors, vous l'avez dit, j'aimerais revenir sur le fait que donc, votre première épouse a été se faire soigner dans l'Hexagone. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore tendance à pointer du doigt une forme d'inégalité. Les rapports, d'ailleurs, de santé le pointent du doigt. Le fait que ceux qui ont les moyens, généralement, préfèrent partir pour aller se faire soigner là-bas, créant peut-être, pour ainsi dire, une forme de santé à deux vitesses. Alors, est-il vrai que les traitements ou le fait de poser un diagnostic ou la prise en charge sont plus efficaces là-bas que chez nous, ou bien est-ce une fausse croyance? Et justement, où en est-on de cette réduction d'inégalité? Ce n'est pas une fausse croyance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus comparer des mastodontes comme l'IGR, Curie, la PHP, avec un territoire de 80 km de long et de 30 de large, avec un seul CHU. Faut quand même... Par contre, ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment en capacité de soigner plus de 90% de ces cancers-là, de très bonnes conditions. Mais le problème, c'est les délais. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes accèdent, aux soins dans des conditions, beaucoup plus rapprochées, qu'on n'ait pas de perte de chance du fait de délais trop longs, qui sont dus à plusieurs variables, notamment comme le manque de médecins, d'autres problèmes organisationnels. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Maintenant, on aura toujours besoin d'adresser des patients vers la France hexagonale. C'est le cas des tumeurs rares, le cas de certains essais cliniques. On ne va pas se couper des régions. Par contre, il faut voir qu'il y a quand même des cancers qui sont très bien traités ici, que tout est possible, mais par contre, il faut un peu plus d'organisation et il faut un peu plus prendre en compte ces délais qui sont malheureusement longs. Je précise quand même que même si les délais sont longs, il y a aussi malheureusement des diagnostics trop tardifs. Et des deux côtés, il faudrait aussi que les patients arrivent à des diagnostics plus précoces et que derrière, le système de santé s'organise pour un parcours beaucoup mieux coordonné. Est-ce que les crises sociales, justement, ont rallongé ces délais de prise en charge et ces délais de traitement? Mais évidemment, mais évidemment. Vous êtes déjà dans un parcours sous tension. C'est-à-dire que vous avez l'hôpital Clarac, où vous avez un service d'oncologie médicale qui a encore du mal à absorber une file active très importante, avec un nombre de médecins qui n'est pas forcément suffisant. Donc il y a déjà de grands efforts à faire. Et puis n'oublions pas qu'on sort aussi d'une crise sanitaire, qui est la crise de la Covid-19, qui nous a aussi ramené son flot dans son goulot d'étranglement. Donc il y a beaucoup à faire. Et quand vous avez dans ces programmes déjà sous tension et que vous rajoutez des patients et des patientes qui ne peuvent pas accéder au système de soins, forcément que vous rajoutez de la peine sur de la peine. Alors, puisqu'on parle de la prise en charge en local, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles d'un équipement tant attendu, espéré, dont on a beaucoup parlé, très médiatisé, ou en étant du cyclotron en Martinique? Mais c'est peu scoop. C'est ouvert, ça fonctionne. Oui, Kathleen, ça fonctionne très bien. Parce qu'il y a eu quelques couacs dans le lancement, notamment sur la manipulation du matériel, etc. Donc oui, ça fonctionne, mais est-ce que ça fonctionne vraiment comme ça fonctionne vraiment. espérait? On est aujourd'hui à plus de 2500 patients et patientes traités depuis son ouverture. Donc le CHU en est très fier. Il faut dire quand même que c'est un équipement de très haute technologie. Vous parlez bien de ce TEP-scan, TEP-IRM et cyclotron porté par l'Institut caribéen d'imagerie nucléaire, qui est quand même à la pointe de l'innovation. Ça apporte un réel plus pour les patients, concrètement, les 2500 patients. Est-ce qu'on a déjà... Oui, c'est qu'on a des diagnostics beaucoup plus précis. On a également effectivement des prises en charge beaucoup plus portées sur des choses beaucoup plus précises. Et
puis, c'était pas évident quand même d'embarquer des personnes dans un avion pour aller sur Paris pour juste un examen, ou encore maintenant qu'il y avait la Guadeloupe, qui avait encore des problèmes aussi avec la Guadeloupe, que c'était pas non plus simple de lancer en Guadeloupe. Donc je crois que Est-ce qu'on a tout le personnel pour le faire fonctionner, formé, il y aura disponible? toujours des axes d'amélioration. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, et ce qui est la vérité, moi je suis connu pour dire les choses, je suis pas de langue de bois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fonctionne parce que nous l'avons vérifié. Alors maintenant, est-ce qu'il n'y a peut-être pas de petits couacs de temps en temps? Forcément, mais qu'est-ce qui n'a pas de petits couacs? Même IGR en a plein aussi. Donc, mais par contre, ce qu'il faut retenir, c'est un équipement qui fonctionne, qui a une forte valeur ajoutée. Et je pense que le CHU, avec cet outil-là, va vraiment pas s'améliorer, mais mettre au rendez-vous la cancérologie de ce qui se passe de mieux sur le continent, enfin sur le continent, dans le monde, puisqu'on parle bien à l'échelle du monde. Et puis, on a bien vu que le coût en valait aussi la peine. Et je remercie beaucoup la CTM de cet investissement qui a été quand même assez colossal et qui permet aujourd'hui à ce territoire d'avoir un équipement comme ça sur lequel, personnellement, je mise beaucoup d'espoir. Oui. Et où en sommes-nous de notre nombre de spécialistes pour la prise en charge? Parce que vous évoquiez tout à l'heure la pandémie de Covid-19. On a aussi perdu beaucoup de médecins à cette époque-là. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a aussi suffisamment de spécialistes justement pour raccourcir à la fois ces délais de diagnostic et pour accompagner les patients? Ou est-ce qu'il en manque? Et s'il en manque, quelle est votre stratégie de séduction, j'ai envie de dire, pour en faire venir sur notre territoire? Oui, bien sûr qu'il manque des médecins. Il manque des spécialistes, il manque des oncologues, il manque des radiologues, on est dans un territoire où on a bien vu qu'on ne peut pas se suffire aujourd'hui du peu qu'on a. Donc déjà, la première chose, c'est d'éviter qu'ils partent. Donc déjà, quand on les a, de pouvoir les maintenir chez nous. C'est vrai qu'on n'est plus une destination très sexy, quand même, il faut quand même l'avouer. L'image carte postale où vous vendiez la planche à voile, la planche de surf, etc., vous la vendez de moins en moins, avec les sargasses, c'est autre chose. Et puis, il y a des crises sociales qui sont permanentes. Les gens ne sont pas forcément... c'est assez difficile. J'entends des témoignages de personnes qui me disent que si ça continue comme ça, on ne va pas rester. Il y a aussi ça, il faut l'entendre aussi. Et je crois qu'il y a vraiment besoin aujourd'hui d'y réfléchir. Mais pas uniquement avec l'argent, parce que ce n'est pas l'argent qui garde les gens, mais c'est des conditions de vie et puis comment on rend attractif. Eh bien, vous avez tout vu. Quand vous avez un équipement comme ce TEPSCAN, ce cyclotron ici au CHU, mais vous attirez du monde. Parce qu'en fait, ce sont des personnes, quand vous avez un robot chirurgical, vous attirez du monde. Mais si vous avez qu'un bistouri qui ne coupe pas, vous voulez attirer qui? Enfin, je pense qu'il faut faire monter aujourd'hui la technologie, redonner du sens aux infrastructures, garantir un minimum d'accueil et de tout ce qui va avec, parce que sans ça, vous n'attirez personne. Et miser sur la recherche aussi peut-être, parce qu'après tout, on a aussi des spécificités locales qui pourraient intéresser des chercheurs, des médecins. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est fait aussi? Oui, on a un CHU très actif dans le domaine de la recherche. Il faut encore aller plus loin, car on est aujourd'hui en 2024. C'est-à-dire que les gens ne viennent plus dans vos zones. Vous n'avez pas à avoir un bloc opératoire qui a sans technologie, une recherche au niveau 0, et demander aux gens de venir chez vous. Et je crois que c'est ça, en fait, le grand défi. Et ça s'est déjà enclenché, et je crois que ça rémunère déjà, parce que ce que je vois, c'est quand même une bonne petite dynamique et des médecins qui commencent à venir. Mais par contre, je ne baisse pas la garde, car il faut aussi pouvoir les garder. Alors vous l'avez dit, plusieurs centaines malheureusement de décès chaque année en Martinique dus au cancer. Nous détenons toujours le triste record du nombre de cancers de la prostate chez l'homme sur notre territoire. J'aimerais qu'on revienne aussi sur nos modes de vie. En quoi nos modes de vie actuels influent sur notre prévalence au cancer? Est-ce que selon vous aussi, il y en aura de plus en plus? Je suis pas devin. Ou est-ce que déjà on constate une évolution par rapport à nos anciens, par rapport à l'actuelle génération, la sédentarité, l'obésité, la problématique du chlordécone aussi qu'on a déjà évoquée? Ce qu'il faut comprendre, c'est que 40% des cancers, on pourrait les éviter. C'est quand même 40% des cancers, donc 4 cancers sur 10 pourraient être évités. Donc il y a des gestes qu'on rappelle tout le temps, c'est combattre le surpoids, l'obésité, la sédentarité, faire bouger un peu plus les gens, et puis aussi certaines causes environnementales, dont la chlordécone forcément en fait partie, en tout cas dans certaines localisations. Et puis vous avez aussi des problèmes, parce que ce territoire, il a de part aussi son mode de fonctionnement. Je prends le cas de cancer qui est en surincidence par rapport à l'Hexagone. C'est le cas du cancer de l'estomac.
où vous avez effectivement plus de cancers de l'estomac pour une population de 100 000 habitants en Martinique que vous en avez en France hexagonale. Mais c'est simple, parce qu'il y a une consommation aussi qui expose les personnes à une bactérie qui est l'Helicobacter pylori, dans le mode de vie, avec tout ce que nous vivons, notre jol cochon, notre lachet cochon, notre manger trop salé, produits transformés, etc. Je crois qu'il y a quand même besoin de rappeler ça. Et vous avez parfaitement raison. Je pense que le défi aujourd'hui d'une cancérologie qu'on veut freiner, parce que n'oublions pas, même si nous sommes globalement en sous-incidence par rapport à la France hexagonale, puisque nous avons, par rapport à une 100 000 habitants, moins de cancers sur toutes localisations confondues, mais nous avons une plus forte accélération. Ça veut dire que la France hexagonale accélère, je crois, à 0,6 et nous, on est à 1,6. C'est-à-dire qu'on va plus vite. Donc, si on ne fait rien, on va les rattraper. Donc, d'où l'intérêt de miser. C'est vrai, il faut vraiment miser sur la prévention. Parlons de l'après-cancer, au-delà de la prise en charge de la maladie. Quel accompagnement est mis en place chez nous une fois la rémission annoncée? Est-ce qu'en matière de taux de récidive, on est aussi, on a des taux de récidive plus élevés que dans l'Hexagone? Et pourquoi? Oui, alors ça, je vais laisser les spécialistes vous répondre à cette question très technique et très médicale. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'après-cancer fait l'objet d'un suivi. C'est-à-dire que toute personne qui est en rémission de son cancer a ce qu'on appelle un PPAC, un programme personnalisé de l'après-cancer, mais qui ne va pas interroger uniquement des questions, je vais dire, cliniques, mais on va aller aussi dans la réhabilitation au travail. Parce qu'un cancer, ça épuise dans la partie familiale, la partie professionnelle, la partie économique. Donc je crois qu'il y a aussi tout ce travail de réhabilitation après le traitement, après une longue maladie, parce qu'on parle de plusieurs mois, voire années, de taux de traitement. On ne sort pas tous de là, et puis on est comme ça. Donc quand on survit à un cancer, quand on guérit d'un cancer, quand on est en rémission après un cancer, mais c'est tout cet après-cancer que nous sommes en train de développer, pas avec uniquement la partie, je veux dire, soins, où on fait de la biologie, de l'imagerie, de tout ce que vous voulez, mais aussi de la partie sociale. C'est très important, car c'est quand vous sortez du soin que vous commencez à comprendre qu'il n'y a plus madame un tel, monsieur un tel, monsieur un tel, et c'est là malheureusement qu'on trouve, hélas, quelques cas de suicide ou de dépression. Guy-Albert Ruffin-Duhamel, on va marquer une dernière courte pause avant de se retrouver, et on va justement parler de votre casquette d'ingénieur social. À tout de suite. De retour dans votre émission Angle de vue en compagnie de Guy-Albert Ruffin-Duhamel. Guy-Albert Ruffin-Duhamel, on a parlé en seconde partie de vos actions en matière de santé publique, mais vous êtes aussi titulaire d'un diplôme d'État en ingénierie sociale, c'est votre formation première, puis vous êtes ensuite tourné vers la santé publique. L'ingénierie sociale, qu'est-ce que cela recoupe exactement? Et puis, quelles ont été vos activités en tant qu'ingénieur social? Oui, en fait, l'ingénierie sociale, vous voyez, c'est l'expertise des politiques publiques. C'est-à-dire l'expertise qu'on a sur qu'est-ce qu'on fait de la cité, qu'est-ce qu'on fait de la société dans laquelle on est. Et puis, c'est l'expertise des politiques sociales qu'on y pose, cet accès aux droits et comment les gens peuvent vivre ensemble dans un vrai pacte de république, un pacte de citoyenneté, un pacte démocratique, mais aussi un pacte d'avoir ses besoins fondamentaux et voire même d'autres besoins réalisés. Donc, si vous voulez, c'est aussi les évaluer, les faire naître, les faire rendre gorge quelquefois. Il faut aussi avoir ça. Donc, c'est vraiment toute cette étude qui relève des sciences de l'ingénieur. C'est quand même avec une méthode très particulière qui permet d'avoir un regard critique, mais aussi un regard de progrès, un regard également de changement positif, constructif, sur qu'est-ce qu'on met dans le pacte de société et comment cette société, on l'organise et pour qu'elle puisse être une société bien traitante, une société où les gens ont envie d'y être. Alors, concrètement, vous, en tant qu'ingénieur social, quelles actions quelles ont été vos activités sur cette casquette-là? Oui, c'est-à-dire qu'il faut voir que l'ingénierie sociale, je la vis beaucoup dans le monde de la recherche, en fait. Donc, c'est dans le champ de la recherche. Beaucoup de des études que vous menez sur des sujets. Des études, de l'analyse aussi, beaucoup d'analyse, de recherche, donc, je suis vraiment très, très curieux. Et puis, je travaille sur les pathologies sociales dans nos sociétés. Vous savez qu'il y a un endémisme de nos pathologies sociales, qui sont des sociétés qui ne sont pas cicatrisées, qui ont de vrais passifs, des passifs décoloniaux, qui
enfin, des besoins de décolonialité, et qui transporte avec toutes ces questions, je veux dire quand même un certain nombre de phénomènes. Et parmi ces phénomènes, on note la criminalité aussi, on note également le malaise social et cette crise sociale permanente. On semble avoir uniquement, malheureusement, quand elle est symptomatique. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas symptomatique qu'elle n'existe pas. Je rebondis justement sur vos travaux, puisque vous avez réalisé une étude en 2021 sur les jeunes qui tiennent les barrages, déjà à l'époque du Covid. Quel est exactement l'objectif de cette étude et quelle est votre approche méthodologique ? L'approche méthodologique, c'est la suivante. C'est celle, effectivement, de l'enquête ethnologique. C'est-à-dire qu'il faut être présent, analyser. Il y a aussi, c'est une démarche totalement qualitative. Vous n'allez pas avoir du quantitatif sur ce type de choses-là. Être de l'observation, être aussi dans la recherche de données quand on peut. C'est assez difficile parce que cette étude, au départ, était consacrée à la crise Covid, où j'étais d'ailleurs moi-même membre du conseil scientifique de l'ARS pendant la crise. Mais on a bien vu que ce phénomène d'e-barrage, qui n'était pas à l'époque très enflammé d'ailleurs, s'enflamme davantage maintenant. Donc on a vu que qu'est-ce que vous cherchez à savoir ? Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Leurs aspirations ? C'est ça que vous cherchez à décoder ? Non, mais moi, ce que je veux comprendre à travers ça, parce que je ne prends pas uniquement la présence de jeunes dans des barrages, souvent des mineurs, comme étant une présence anecdotique. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'ils font là. Et pourquoi ils sont là. Et surtout, comment on peut les enlever de là. C'est ça la question. Et ça passe par des questionnaires, vous allez à leur rencontre? Pas du tout, pas des questionnaires. Mais vous avez des échanges libres. Je pense qu'il faut arrêter de mettre les gens dans des boîtes, fonctionner, même s'il y a une standardisation, puisque toute étude scientifique doit être reproductible, quand même une standardisation. Mais je pense que c'est une méthode pour le moment qui va se préciser au fil du temps, puisqu'on avance dans ce projet. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec d'autres scientifiques qui s'intéressent aussi à la question de manière beaucoup plus large. C'était déjà de comprendre, de voir déjà ce qui se passe et de repérer des profils types. Bien entendu, il y a un certain nombre de variables qui ont été vues. Mais ce que je peux déjà dire de ce travail de terrain, c'est qu'il y a vraiment besoin de s'inquiéter. Vous êtes bien reçu ? Vous êtes toujours bien reçu, justement, par ces jeunes qui tiennent les barrages ? Pas toujours, on ne prend pas de risque non plus. On n'est pas non plus casse-cou. L'idée n'est pas non plus d'aller sur les barrages pour y aller. C'est aussi de voir s'il y a de l'information, s'il y a aussi besoin de prendre de la donnée. Et cette donnée, qu'est-ce qu'on va en faire aussi ? C'est ça. Parce que je ne suis pas flic, je ne suis pas non plus là pour ça. Je ne suis pas journaliste. Mais moi, ce que je veux, c'est que ça change. Et que ça change si on est capable de transformer tout ça dans un vrai travail social de terrain. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de faire du voyeurisme. On n'est pas non plus chez les gens, parce que c'est quand même intime, quand même, d'être sur un barrage. On est aussi là pour porter des solutions, justement par l'ingénierie sociale, qu'il y ait des politiques d'insertion et de réinsertion, de probation. Mais il y en a déjà pas mal, des politiques d'insertion. Sont-elles adaptées ? Oui. Non, c'est toute la question, parce que quand vous parlez de politique, on n'est pas dans le mimétisme de politique, je ne suis pas non plus de le copier-coller, je ne pense pas qu'il faille réfléchir comme ça, qu'il y ait une loi générique sur l'insertion et qu'on copie-colle à distance de quelques kilomètres et quelques océans. Je crois qu'à un moment, on se rapproche des gens, on essaie de comprendre ce qu'ils disent, et puis quand bien même ils existeraient, accèdent-ils à leurs droits ? Je ne suis pas certain. Donc il existe beaucoup de droits en effet, mais combien de personnes accèdent réellement aux droits. Et c'est toute la question, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est le défenseur des droits lui-même qui s'en interroge. Il est même très ému quand il dit qu'ici, dans les territoires d'outre-mer, et a fortiori la Martinique, on n'accède pas aux droits, non ? Tout à fait. Et effectivement, le Secours catholique vient de publier un rapport sur l'état de la pauvreté en France. Et ce rapport alerte sur la dégradation des conditions de vie des plus pauvres et notamment sur leur capacité à accéder au levier de la solidarité parce que les accès à ces aides sont de plus en plus compliqués, les critères sont de plus en plus restreints et puis le fait que désormais beaucoup de demandes se fassent par Internet, cette question de l'électronisme. Vous êtes au contact, vous, de ces publics les plus précaires. Est-ce qu'effectivement, vous constatez que ces personnes sont de plus en plus isolées et n'arrivent pas à accéder Ces personnes sont exclues. Il faut employer les bons mots. Ce sont des gens qui sont exclus, qui sont invisibilisés, c'est-à-dire qu'ils sont totalement rendus invisibles. Je veux le dire avec une certaine passion, parce que je pense qu'il faut respecter tout le monde. C'est-à-dire qu'on est très prompt au jugement, c'est-à-dire que très bon, on voit des gens, etc., ce sont des voyous, ce sont des malfrats, etc. C'est pas vrai du tout. Vous savez que la société fonctionne avec des écosystèmes. Quand vous mettez un écosystème comme ça, social, où les gens sont dans la précarité, sont dans la pauvreté,
sont également dans l'absence totale d'éducation, en échec scolaire, illettrés, alors tous les problèmes d'électronisme, et que tout ce qu'il faut faire se passe par un canal qu'ils n'ont pas. Et personne ne les aide concrètement. Et on leur dit, mais oui, mais ça existe, ça existe, ça existe. Ils savent peut-être que ça existe, mais ils n'y accèdent pas. Et quand ils cassent tout, ben, souvent on dit voilà, que ce sont des voyous. Je crois qu'à un moment, il faut vraiment comprendre que cette société, si elle ne change pas en matière de politique publique d'accès aux droits, on est non seulement sous une bombe, mais on est surtout dans un chaos. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. On entend aussi parfois, souvent même dire qu'en Martinique, il faut mettre fin, je cite, à l'assistanat. Trop de personnes qui profiteraient d'aide plutôt que d'aller travailler. Trop de personnes, on dit on les prend pas assez en main alors qu'il y a des dispositifs présents, mais que parfois ces personnes-là ne vont pas vers ces dispositifs parce qu'ils préfèrent faire autre chose. Vous, qu'est-ce que vous répondez à ce discours qui est aussi distillé, répandu dans notre société martiniquaise? Je crois en solidarité. Je crois en la justice sociale et je ne crois pas en discrimination. Ce mot assistanat, c'est un mot que vous n'aimez pas, vous préférez solidarité. Je pense le mot accompagnement. Ce sont des gens qu'il faut accompagner, des gens qu'il faut appuyer, qu'il faut soutenir. Je parle de soutien familial. Ce mot, il est dit à dessein. Je crois que on ne fait pas exprès d'être pauvre, on ne fait pas exprès d'être dans des situations comme on le voit, etc., d'avoir ce style de compensation et qui génère une économie souterraine honteuse, parce qu'on le voit aussi. Nous ne l'aurons pas. On est dans un pays où si nous n'agissons pas sur ces personnes-là justement et qu'on leur prive d'assistanat, de minima sociaux, tout ce que vous voulez, eh bien c'est pas grave. Hein. Vous pensez qu'il n'existe pas une économie souterraine de compensation ? Vous avez enfin, on l'a déjà un petit peu évoqué pour parler des barrages actuels, enfin, de la crise sociale que la Martinique traverse actuellement. Mais bon, on a eu un autre exemple précédent en 2021, en 2009 aussi, crise sociale sans précédent. Comment justement vous voyez cette évolution, c'est-à-dire depuis 2009, 15 ans après, comment vous voyez l'évolution de ces inégalités sociales? Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que ça s'est creusé encore davantage? Mais ça se creuse. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une solution où il n'y a pas de solution, là. C'est-à-dire qu'on est dans une impasse. On est dans une impasse pourquoi? Parce qu'on ne veut pas changer la méthode. Alors ça dépend de qui? Selon vous, ça dépend de l'État, ça dépend de la collectivité, ça dépend de nos propres politiques? Alors je ne cherche pas de responsable. Je pense que c'est une responsabilité commune, collective. Je pense qu'on est tous responsables. Et je crois que je ne suis pas en train de segmenter que soit oui, ça c'est l'État, ça c'est les élus, ça c'est tout. Non, il faut arrêter. C'est plus un discours qui est entendable aujourd'hui. Je pense que si la solution vient forcément, je veux dire, de changement commun, collectif, et aujourd'hui de créer un vrai consortium qui prennent à bras le corps. Et j'aimerais bien qu'il y ait vraiment un programme, un plan d'action, une stratégie partagée entre justement tous ces acteurs-là, qui nous permettrait peut-être d'avoir une ambition beaucoup plus forte et beaucoup plus réaliste. Mais par contre, qui tiennent compte de ce qu'on ne fait pas, malheureusement, entendre enfin la voix de ceux qui protestent, d'entendre la voix de ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas invités, vous voyez bien. Hein. Dans vos recherches, vous parlez beaucoup de diagnostic social. Est-ce que c'est une piste qui pourrait justement régler ou mieux gérer justement ces problématiques? Ben oui, je parle du diagnostic social dès qu'on peut repérer quelque chose. Je prenais le cas de l'école. Vous entrez à l'école, ben vous avez toutes sortes d'évaluations, mais à quel moment on vous demande comment ça va à la maison, comment effectivement vous vous en sortez, est-ce que vous avez de quoi manger? Enfin, il n'y a pas de diagnostic social d'entrée, de rentrée. Vous avez effectivement ces plans d'accueil et d'inclusion qui sont ces PAI qu'on a effectivement sur la partie médicale, quand on est en fait asthmatique ou bien il y a autre chose, donc vous remplissez ce PAI, mais qu'il faudrait peut-être qu'il y ait un PAI social aussi. On a peut-être besoin de savoir si cet enfant, comment il vit. On ne va pas poser un diagnostic si on ne sait pas s'il peut rester à la cantine, pas à la cantine. On n'en sait rien. Mais est-ce que c'est réaliste, Guy Albert Ruffin du Hamel? Est-ce que vraiment on peut mettre justement un ingénieur social ou un éducateur social derrière chaque enfant? Je ne parle pas d'ingénieur social, je parle de travailleur social cette fois-ci. Enfin voilà, est-ce qu'on peut mettre un travailleur social derrière chaque enfant? Il ne faut pas derrière chaque enfant. Je pense qu'on ne met pas non plus des policiers derrière chaque personne non plus. On ne met pas un juge derrière chaque personne. On ne met pas un avocat derrière chaque personne. Et pourquoi on devrait faire des économies sur le travailleur social? Aujourd'hui, vous estimez qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui est sacrifié? On peut prendre ça pour tout le monde, hein, l'infirmier, le médecin, tout ce que vous voulez.
De par votre casquette d'ingénieur social, vous êtes un observateur et vous l'avez expliqué, scientifique des mouvements de notre société. Vous êtes également quelqu'un à la parole libre. On voit aujourd'hui, et là je fais référence directement à la crise sociale que l'on connaît, on voit qu'une association issue de la société civile, incarnée par des personnes qui, il y a un an à peine, n'étaient pas du tout connues, qui ont utilisé les réseaux sociaux comme levier d'expression et qui ont réussi à mobiliser une partie de la population dans la rue, qui ont réussi à mettre autour de la table des responsables étatiques, des politiques, des acteurs économiques. Quel regard vous portez sur le phénomène Airprac? Est-ce qu'il faut compter avec ces nouvelles formes d'expression sociale? Oui, ça c'est Pierre-Rose Vallon qui l'explique, c'est la contre-démocratie. Sociétalement parlant, pour un ingénieur social, c'est connu. Intéressant. Vous voyez les écrits de Pierre-Rose Vallon, ouais. Et Pierre-Rose Vallon parle également de la contre-économie, de la représentativité. Donc c'est parmi les travaux sociologiques, anthropologiques et même en sciences politiques, on sait très bien qu'on va assister de plus en plus à cette forme de démocratie, cette nouvelle forme de démocratie. Directe, ça interroge justement avec les réseaux sociaux. Il est quand même temps qu'on y mette vraiment le pied et le droit, peut-être même le cerveau si on peut. Ça je rigole, mais qu'on y aille vers justement les nouvelles formes de démocratie. Que si on ne les inclut pas, elles vont s'inclure et elles vont s'imposer, oui. C'est une bonne chose selon vous? Ou est-ce que du coup ça amoindrit aussi les représentations formelles? Moi je ne souhaite pas prendre un mouvement particulier, c'est-à-dire que là vous me parlez d'un mouvement à Martinique, mais je parle de la contre-démocratie de manière beaucoup plus globale. Côté populaire, voilà, je pense qu'il ne faut pas être populiste. Vous savez, je suis un républicain. Je n'ai aucun problème avec, je vais dire, les règles de la République. Je pense qu'il y a quand même besoin de l'ordre public. Je défendrai toujours l'ordre public. Je ne suis pas du côté non plus que tout est permis, etc. Mais je dis que quand il y a des causes qui en valent la peine, quand il y a des gens qui se mobilisent et des gens qui les embrassent et qui les portent, ça fait partie aussi du jeu démocratique. On doit l'accepter, oui. Merci beaucoup, Guy Albert Ruffin-Duhamel. On arrive malheureusement déjà au terme de cette émission, mais merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir partagé un peu de votre engagement avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs et chers auditeurs, de nous avoir accompagnés pour cette 9e émission Angle de vue. Cet entretien est bien sûr à retrouver sur les ondes, dans les colonnes de votre quotidien et en ligne sur nos 3 médias via atv.tv, rci.fm et franceanti.fr. Nous vous disons à très vite pour un nouveau portrait.